Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire sur Zouk TV comme chaque mercredi après-midi. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir des passionnés, des amoureux de la lecture. Et cet après-midi, je pense que je pourrais dire que nous recevons une dame de la lecture. Donc nous nous tournons, nous saluons. Marie-Laurence Delors, voilà, merci Ludovic. Marie-Laurence Delors, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Bien, comme d'habitude, et vous imaginez, avec Marie-Laurence, nous allons réfléchir, pas pour avoir mal à la tête, mais réfléchir pour nous interroger sur notre fonctionnement, nos habitudes, et voir s'il n'y aurait pas une autre voie. Certains parlaient de troisième voie, peut-être quatrième, cinquième. Peut-être qu'il y a une infinité de voies à explorer. Donc, de quoi allons-nous parler cet après-midi? J'ai choisi de vous parler du travail. Le travail. Voilà. Alors, j'ai choisi ce thème à partir de l'essai de Julia de Funès pour deux raisons. La première raison, c'est que le travail, on va dire aujourd'hui, et c'est quelque chose qui nous met dans des situations, on va dire, difficiles. Pourquoi? Parce que le plus souvent, on ne considère plus le travail comme un moyen de réalisation, mais souvent comme un moyen de gagner sa vie. Et encore plus souvent, on ne sait pas trop pourquoi on travaille. Et c'est le « je ne sais pas trop pourquoi je travaille » qui pose problème aujourd'hui. Autrement dit, un problème de motivation. Parce que l'argent, le salaire, c'est pas une motivation suffisante pour continuer à 43 ans. C'est pas possible, d'accord? Et donc, par conséquent, parce que pour être motivé, il faut être en mouvement. C'est ça la motivation. C'est être en mouvement, aller vers un objectif. Et cet objectif-là ne peut pas être simplement un objectif collectif. Il faut que l'objectif soit aussi un objectif personnel. Et ça, c'est valable pour tout. C'est-à-dire pourquoi je vis, quel sens que je vais donner à ma vie. Le sens, c'est toujours quelque chose d'extérieur à moi. Je n'ai pas un diplôme pour avoir un diplôme. Si j'ai le bac pour avoir le bac, à la limite, c'est pas motivant. Mais si j'ai le bac parce que j'ai envie de me faire plaisir, ou bien parce que j'aime bien étudier, ça c'est une motivation et ça c'est un sens. Et ça c'est toute la question du sens du travail. Donc c'est pour cette première raison que j'ai choisi l'ouvrage de Julia de Funès là-dessus. Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, les élèves ils vont passer leurs épreuves, ils auront terminé, et donc ils auront à finaliser leur parcours sup. Or, très souvent, les élèves ne voient pas le métier qu'il y a derrière, et les parents non plus, les adultes non plus. On voit une formation, il faut la réussir avec les meilleures notes et les meilleurs, on va dire, le meilleur placement possible. Mais le métier derrière, on n'y pense pas. Y compris quand on fait des études de médecine. Parce que je rappelle qu'on peut avoir un diplôme de médecin, mais on doit être formé à devenir médecin après le diplôme. Et c'est ça qu'on oublie. Autrement dit, le diplôme sanctionne on va dire, une formation. C'est exactement comme l'enseignant. On a des enseignants qui peuvent réussir des concours brillamment. Maintenant, il faut qu'ils apprennent à enseigner auprès de petits, de grands, etc. Parce que ça dépend. Quand vous êtes en école primaire, l'attention doit être maximale. C'est pas la même chose que quand on est au lycée. Donc, c'est pour dire que la question du métier, on perd ça de vue. Et c'est pourquoi j'ai dit cet après-midi, je vais parler du travail. Alors, cet ouvrage, c'est l'ouvrage de Julia de Funès, qui est une philosophe, d'accord?
Et puis, elle a coécrit le livre avec Nicolas Bouzou. Alors, le titre, c'est La comédie inhumaine. Alors, c'est vrai que Flaubert a eu des ouvrages, La comédie humaine. Exact. Elle a dit La comédie inhumaine. Et c'est pas mal pensé. Alors, elle parle du travail et de l'entreprise. D'abord, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par travail. Alors, il y a deux manières de concevoir le travail qui ne s'opposent pas nécessairement, mais qui sont complémentaires. La première manière, c'est, on va dire que étymologiquement, le travail vient du latin tripalium, qui veut dire instrument de torture. Autrement dit, cette étymologie du mot travail rejoint, on va dire, la manière dont la Genèse considère le travail. Dans la Genèse, dans le texte de la Genèse, le travail n'est pas considéré comme un commandement, mais c'est comme une punition. Comme une punition, pourquoi? Parce que Adam et Ève ont goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal, ce fruit défendu de la connaissance. D'accord? Donc il y a ce premier niveau qu'on peut retenir, mais un deuxième niveau, c'est le travail d'un point de vue abstrait. Alors, ce travail d'un point de vue abstrait, on retrouve ça chez Marx. Et même chez n'importe qui. Je prends un exemple, j'étais sur le marché aux poissons samedi, et un homme, de certain âge, arrive, et la marchande lui dit, ma nouvelle où? Et puis, ils sont en train de parler de la retraite, etc. Et lui, le regard très pétillant, il dit, mais le travail, ça ne me dérange pas, je continue à travailler. Parce qu'en travaillant, je me réalise. J'ai trouvé ça génial. Voilà cet homme qui est déjà à l'âge de la retraite, qui dit que même si je suis à la retraite, ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Ça veut dire que le travail, je le choisis. Je n'ai pas les contraintes, mais je peux continuer à travailler. Donc, il y a le travail d'un point de vue abstrait. Ce travail d'un point de vue abstrait, c'est la manière dont Marx et Hegel définissent le travail. C'est quoi? Par le travail, l'homme transforme la nature. Autrement dit, là où il y a une montagne, je peux en faire un plateau, etc. Donc, je peux transformer la nature par le travail, par mon activité de travail, mais en même temps que je transforme la nature, je me transforme intérieurement. Autrement dit, je me discipline. Parce que le travail, c'est un puissant instrument de discipline. Autrement dit, par le travail, j'arrive, dit Kant, à discipliner mes tendances et mes instincts. Donc, il y a un aspect positif du travail. Alors, là où le travail pose problème, c'est pas en soi le travail qui pose problème. Ce sont les conditions de travail aujourd'hui qui posent problème. Et quelles sont ces conditions? Le plus souvent couramment, qu'est-ce qu'on constate? On constate une intensification du travail. Ça veut dire quoi, l'intensification? Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps mort. Le moins de temps mort est à rentabiliser. Autrement dit, on peut supprimer très souvent et diminuer le temps de la cafette, d'accord? Et on a vu, oui, il y a trop de temps, oui, la pause cigarette, café, elle est trop longue, donc on va diminuer. La pause déjeuner trop longue, on diminue. Ça, c'est une intensification. Et il y a une accélération aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des demandes, il y a des commandes, etc. Et le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, le travail n'a pas de sens. Elle prend dans son livre l'exemple des intitulés de métier. Contrôleur en flux transverse, ça veut dire quoi?
Qui peut savoir ce que c'est qu'un contrôleur en flux transverse? On ne sait pas. Chargé de mission? De quelle mission? J'en sais rien. Un plombier, je sais ce que ça signifie, un plombier. D'accord, il n'y a pas de souci. Je sais ce que ça signifie, un charpentier. Mais un chargé de mission, chargé de quelle mission? Ou un chargé de flux, si ce sont des flux humains, des flux financiers. Enfin, on a une pléthore, c'est-à-dire une quantité de métiers où on ne voit pas à quoi ça correspond. Et à partir du moment où on ne voit pas, eh bien, c'est difficile de trouver un sens à ce qu'on fait. Le sens, ce n'est pas l'utilité, comme elle dit dans le livre. Je peux trouver ce que je fais utile puisque ça permet à d'autres dans mon entreprise de faire des choses. Mais quel sens, moi, je trouve à faire ça? C'est comme celui qui travaille sur un port et qui décharge du charbon tous les jours et il sait que le charbon, c'est quelque chose de nocif pour la santé. Il sait que ça va être utile pour telle entreprise, mais lui, il ne voit pas. Donc le sens, ce n'est pas la même chose que l'utilité. La chose peut être utile sans que pour autant, ça a du sens. Parce que le sens est toujours extérieur. C'est pas le travail en soi qui a un sens. C'est le sens, c'est une orientation. C'est quelque chose qui est extérieur à l'existence, si on parle du sens de l'existence, ou extérieur au travail. Autrement dit, je peux dire que ce travail-là a un sens tout simplement parce que ça peut me faire me réaliser, tout simplement. Parce que par ce travail-là, je suis considérée dans ma famille. Donc, j'ai donné du sens. Mais ce sens n'était pas inscrit dans l'activité de travail que je fais. Donc, c'est ça. Et plus particulièrement dans le livre, elle parle des dérives de l'entreprise. Alors, pourquoi elle a choisi? Parce que Julia de Funès, elle a un doctorat de philosophie, mais en même temps, un master on va dire, de relations humaines. Autrement dit, elle a ouvert un cabinet conseil en philosophie pour les entreprises. D'accord? Et donc... C'est original. Hein? Oui, c'est original. Pas tout le temps d'entendre ça. Voilà, d'accord. Donc, et c'est pourquoi elle a commencé, à partir de cette expérience d'une dizaine d'années auprès des entreprises, qu'elle a construit et élaboré ce petit essai. Je dirais qu'il fait moins de 200 pages et il est très, 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 on va dire, facile à lire, d'accord, tant d'un point de vue de l'écriture, parce que, bon, c'est quand même, on va dire, une police de 12-14, donc c'est facile à la lecture, mais aussi, tout est expliqué. Alors, elle parle d'une dérive des entreprises. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que trop souvent, dans les entreprises, il y a de plus en plus de réunions qui n'ont aucun sens. D'accord? Là, les 3/4 des réunions avec de PowerPoint, elle dit abolissez ça, parce que vraiment, on répète l'image qu'on a en face. Vraiment. C'est pas une perte de temps. Non, pour faire bien, parce que ça fait moderne. Bon, donc, elle dit, finissons avec ça. Parce que ça infantilise le salarié et c'est une perte de temps considérable. Donc, elle dit ça. Elle dit la deuxième chose, que les salariés n'ont pas besoin que les entreprises s'occupent de leur bonheur. Elle fait la réflexion suivante. L'entreprise ne doit pas avoir pour but le bonheur. Le bonheur, c'est la conséquence et non la condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où le salarié on va dire, se réalise, il est respecté dans ses compétences, et il a une autonomie, il a
la possibilité d'initiative, là, vous créez les conditions pour qu'ils soient heureux au travail. Mais ce n'est pas à l'entreprise de faire des formations de cohésion. La cohésion, ça ne se décrète pas. Ça se pratique. C'est ça, c'est pas parce que je vais faire un stage de 4 semaines, 2 jours par semaine sur la cohésion, sur les relations entre collègues. Il faut se donner bonne conscience. On se donne bonne conscience en faisant ça. Et on dit, oui, il faut être bienveillant, etc. Bon, non, c'est pas ça le rôle. Le rôle, c'est qu'il y a une compétence, il faut la reconnaître, il faut donner les moyens. Et c'est ça qu'elle dit. Et elle dit, et je la cite, le management moderne aujourd'hui est souvent inefficace et contre-productif et peu adapté. Et donc, et elle continue en disant la chose suivante, la technique ne doit pas être au service de l'abêtissement des personnels. Par exemple, aujourd'hui, on peut, avec l'intelligence artificielle, faire, on va dire, des opérations encore plus facilement que n'importe qui. Or, le problème, ce n'est pas de faire que l'intelligence humaine ressemble à l'intelligence artificielle. Au contraire, si on fait ça, on déshumanise l'homme. On ne voit pas comment l'intelligence artificielle peut être supérieure à l'intelligence humaine, puisque c'est l'homme même qui donne les données à la machine. Donc, il n'y a pas à se poser la question de la supériorité de l'intelligence artificielle. La machine ne fait que ce pourquoi elle est faite. Par contre, l'homme a la possibilité, grâce à sa façon de penser, à innover et à trouver des possibilités et des solutions diverses. Et c'est ce qu'elle dit. Il faut finir avec ce type de management qui déshumanise et qui concourt à faire que les salariés tombent très souvent en burn-out et très jeunes. Parce qu'il faut bien le dire, face à ces dérives du management inefficace, réunionnite, ça affaiblit, on va dire, l'autonomie des salariés. Alors, voilà ce qu'elle dit. Les plus fragiles souffrent de maladies professionnelles, burn-out et autres, dépression. Et les dirigeants tentent de soigner ces problèmes, non pas en coupant le mal à la racine, mais en faisant l'apologie du bonheur au travail. Alors, elle dit la chose suivante, et il faut arrêter avec les idéologies mortifères, à savoir les systèmes de contrôle, de surveillance, de peur, et au contraire, il faut militer pour un retour en force de l'autonomie, de la franchise et du sens, et du dialogue. L'autonomie, c'est quoi? C'est se donner ses propres règles et les exécuter. L'autonomie, le contraire de l'autonomie, c'est la soumission. C'est pas de ma faute, c'est comme ça que c'est. Ben, c'est pas moi qui ai décidé, vous voyez le chef. Hein? Quand on fonctionne comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'autonomie. Il faut, plutôt que de multiplier les réunions, il faut un véritable dialogue. Et le dialogue, il y a des conditions. Hein. La première condition, c'est qu'il faut mettre tout sur la table. Il n'y a pas à cacher sous le tapis des problèmes. La deuxième condition, c'est qu'on puisse se considérer de façon égale. Autrement dit, si on doit s'entendre, si on doit travailler à la construction de la cohésion, parce que la cohésion, ça ne se donne pas. Le sens, ça ne se donne pas. Ça se construit collectivement et individuellement. Et c'est ce qu'elle dit.
Et la troisième condition, c'est qu'il faut qu'on parle le même langage. Autrement dit, je ne peux pas parler un langage différent de celui qui est en face de moi. Il faut que mon langage soit à sa portée et que je ne puisse pas faire le moulin à parole. Autrement dit, employer des mots qui n'ont pas de sens, qui sont creux et vides. D'accord? Donc, on connaît ce que ça signifie, co-construction, co-co-co de quoi, j'en sais rien, mais ce sont des mots à la mode et qui ne signifient absolument rien. Et c'est d'autant plus vrai que la question de l'entreprise se pose aussi même dans les collectivités territoriales qui adoptent les mauvaises manières des entreprises. Et ça donne beaucoup, on va dire, de maladies professionnelles. Et donc, ce management contemporain, elle juge ça insensé. Pourquoi? Parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. La plupart du temps, premier dégât, c'est que ces pratiques dégoûtent les meilleurs. Les meilleurs partent. Mais oui, ne restent dans l'entreprise que ceux qui ont des intérêts, on va dire, financiers, et les meilleurs se disent, bon, je laisse ça tomber, je vais créer mon entreprise, je pars, etc. Donc, et dégoûtent les meilleurs et ne ravissent que les moins bons collaborateurs. Ces séminaires, alors, elle dit aussi, ces séminaires, le plus souvent, on veut tout régler par des séminaires. Les séminaires sont dangereux, parfois infantilisants, souvent et au mieux, passent à côté du sujet. Dans le premier exemple cité, celui des pelotes, le défi du manager confronté aux exigences de la performance collective serait de s'extraire du jeu. Alors, d'où la nécessité pour le manager d'être comme le roi. Ce qui caractérise le dirigeant d'entreprise aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est sa capacité à tisser. À tisser, c'est-à-dire à combiner les différences et les compétences de façon à construire une unité. Donc, elle dit, un manager, c'est pas une promotion. La difficulté aujourd'hui, elle dit, dans les entreprises et dans les collectivités aussi, qui fonctionnent comme les entreprises, c'est qu'on donne le poste de manager à celui qui est le plus ancien, sans que pour autant qu'il ait cette capacité à manager. Parce que je peux bien faire mon travail et ne pas avoir les capacités à diriger. Parce que, bon, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Et donc, par conséquent, ça fait des dégâts parce que, justement, un manager, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Alors, l'autre problème qu'elle pose, c'est que la première chose, c'est qu'elle dit que très souvent, l'une des dérives du management moderne, c'est qu'il est démotivant. Démotivant pour quelle raison? Parce qu'on cherche à satisfaire des directives, des process, c'est-à-dire des procédés. On les multiplie. Il faut faire ceci là, madame un tel, monsieur un tel. Après, vous allez faire ça, etc. Et ça, les salariés deviennent des robots. Et ceux qui ont vu le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, c'est un film en noir et blanc, et un film muet, c'est exactement la même chose. Exactement. Charlot rentre dans la machine, il fait corps avec la machine, il est dans la chaîne de montage, etc. Et il devient fou à un moment, et on voit l'ambulance qui arrive, et il va dans un asile de fous. Aujourd'hui, on ne devient pas fou, mais c'est presque ça. Vous avez des dépressions beaucoup trop jeunes. Alors, donc, les collaborateurs se dévitalisent, c'est-à-dire perdent vraiment toute envie de travailler. Et ce qu'elle dit de très important, c'est que
les entreprises donc sont passées de management autoritaire, vertical, à un management infantilisant. Et quand on infantilise un adulte qui a une autonomie de pensée, aujourd'hui, on ne peut pas lui demander de rester 43 ans. Non, c'est pas possible. D'accord? Donc, le management est infantilisant et pathogène et qui se traduit par un désengagement professionnel massif. D'accord? Pour résumer, ce qu'elle dit, c'est que les salariés apprécient leur travail et leur entreprise, mais ils rejettent le management qui paternalise et les tient en bride. Autrement dit, aujourd'hui, le management, il faut le revoir. Alors, elle dit que quand on a fait ces constats-là, il faut passer à autre chose. Et cette autre chose, elle le dit, il faut d'abord que l'objectif premier de l'entreprise ne doit pas être le bonheur. Parce que c'est une vaste hypocrisie et c'est une vaste imposture. Premièrement, parce que le bonheur en soi est indéfinissable. Que l'entreprise veuille se mêler du bonheur du salarié, non, c'est pas son rôle. Et deuxièmement, parce que le bonheur, non seulement, j'ai dit en un, et elle est indéfinissable, deux, le bonheur est instable. On a des instants de bonheur. Donc, c'est pas quelque chose de durable. Donc, comment commencer par dire « je veux que mes salariés soient heureux » ? Non. Le bonheur ne dépend pas nécessairement des autres. Ça dépend aussi de moi. D'accord ? Et que la réalité aujourd'hui du travail, c'est que le travail n'est pas toujours rose. Il y a des pressions économiques. Et la joie au travail, c'est la conséquence d'un management qui ne peut pas être autoritaire. Et donc, pour avoir un nouveau management, elle dit la chose suivante, il faut poser la question du sens. Alors, la question du sens ne se décrète pas. C'est comme la question de la cohésion dans une équipe. Et vous n'allez pas donner du sens. Quand on dit redonner du sens, ça voudrait dire qu'il y a un sens là, et puis il suffit de le prendre, et puis ou bien encore de l'acheter, et puis hop, j'ai du sens dans mon entreprise. Non, c'est une construction collective et individuelle. Donc, c'est d'abord une conquête, c'est un combat, la question du sens. Et il faut bien comprendre que la question du sens, ça veut dire la direction. Le sens signifie direction, orientation. Et quand on a compris ça, on a compris que il faut commencer par le projet de l'entreprise, mais il faut que le projet de l'entreprise, comme elle dit, puisse s'allier au sens individuel que chacun construit. Alors, elle prend l'exemple de Elon Musk. Si on va travailler là, c'est pas parce que c'est le premier mondial. Elle dit non. C'est parce que si je vais là, c'est parce que ça peut m'intéresser d'aller sur la Lune. C'est un projet motivant pour moi. J'ai envie de voir comment ça se fait, qu'on peut travailler comme ça. Donc, moi, quand je vais là, c'est pas simplement parce que c'est la première entreprise. C'est pas du sens. J'aurais peut-être un salaire plus intéressant. Et encore, c'est pas dit. D'accord? Du moins, ça peut être valorisant sur ma carte de visite de dire que je travaille là. Oui. Mais en fait, est-ce que ça a un sens pour moi? Ça a un sens pour moi que si, pour moi, aller sur la Lune, c'est un rêve, c'est quelque chose que je veux aussi, je veux participer à ce grand défi. D'accord? Donc, il faut travailler sur la question du sens. Alors, voilà ce qu'elle dit. Le travail doit absolument avoir un sens. Et pour cela, elle va passer par Hegel. Elle dit la chose suivante.
dans la dialectique du maître et de l'esclave travaille pour le plaisir du maître, qui bénéficie du repos, des loisirs, des plaisirs liés à sa position. Mais en même temps, le maître est dépendant de l'esclave. Parce que sans l'esclave, il ne peut pas faire rien. Et l'esclave, tout en étant soumis au maître, il n'est pas totalement soumis. Pourquoi? Parce qu'il travaille à sa libération. Parce que s'il n'est pas là, il sait que maître là, il ne peut faire rien. Donc, il prend conscience de son poids. Et il prend conscience qu'il a une réalité supérieure à celle du maître. Et c'est pourquoi elle continue. Et elle dit, si bien que l'esclave travaille pour le maître, mais il travaille aussi pour lui. Et c'est ça qu'on n'a pas encore compris. C'est pour ça que le proverbe créole cadou, code yom kamariam, c'est ça. C'est-à-dire que pendant qu'on est dans des situations de servilité, en même temps, on travaille pour soi. Puisque, après, on apprend à travailler, même si ce n'est pas pour soi au départ, mais on apprend à travailler. Mais le maître lui-même, il ne sait rien faire. Si l'esclave n'est pas là, il camoufle. D'accord? Et il continue, le maître accapare la production matérielle de l'esclave, mais l'histoire de la relation entre les deux n'est pas qu'un transfert de richesse, de connaissances de l'un vers l'autre. C'est aussi une déformation dans leurs relations invisibles. L'esclave, il réalise son humanité. En faisant quoi? En s'arrachant à la nature. Autrement dit, et je fais la parenthèse, le crime de l'esclavage, c'est d'avoir mis des hommes, parce que l'esclave n'a jamais perdu son humanité. Ça, il faut le dire. Il est toujours resté une personne. Le crime, c'est d'avoir mis des personnes, non pas des objets, en situation de servitude. Et c'est ça le crime. C'est ça le véritable crime. C'est d'avoir mis des personnes, des sujets, autrement dit, des êtres conscients, raisonnables, autonomes et libres, en servitude. C'est ça le crime. Donc, l'esclave a toujours gardé son humanité. D'accord? Même si les conditions étaient serviles. Les conditions étaient serviles, mais ça ne signifie pas, parce qu'on a des conditions serviles, qu'on perd son humanité. Les conditions sont déshumanisantes. Et c'est pareil sur le travail. Quand on multiplie les process et quand on multiplie les réunions et que les individus, les personnes sont comme des pions sur un échiquier, et que parfois on ne sait même pas à quelle heure qu'on prend demain matin, à n'importe quelle heure le patron appelle et vous dit le dossier X doit être prêt demain à 8 heures. À quel moment vous êtes respecté en tant que personne? C'est ça le problème aussi. C'est-à-dire que voilà un management qui ne respecte pas le sujet. Parce qu'un salarié, c'est d'abord une personne, un sujet, non pas au sens de sujet à là, d'accord? Le sujet, c'est ce qui se tient derrière l'action. C'est celui qui fait l'action. C'est ça, le sujet. Il ne faut pas prendre dans le sens créole, monsieur, c'est sujet, moi, etc. Donc, non, je peux pas dire ça. Donc, pour qu'il n'y ait pas de confusion, d'accord? Donc, le travail, donc, doit redonner du sens, d'accord? Du sens, et ce sens-là est nécessairement une construction. Alors, et ce sens doit être maillé avec un projet. Alors, elle dit, mais comment travailler à trouver ce sens? Alors, travailler à trouver le sens, c'est retravailler l'amour du travail. Et l'amour du travail, ça suppose des conditions où le salarié peut exprimer de façon libre
ses capacités. Donc, 5 principes pour travailler mieux: simplicité, autonomie et culture. Encourager l'excellence. D'accord? Parier sur la confiance. Oui, et j'insiste dessus parce que la confiance, je ne peux pas ne pas faire confiance à mes élèves dès le départ parce que l'année d'avant, il y avait d'insupportables menteurs. Ben, je fais le pari de la confiance. Maintenant, quand tu as trahi la confiance, tu l'as trahi. Il faut que tu assures les conséquences. Mais je dis que dans le travail, et comme elle dit aussi dans l'entreprise, on doit faire le pari de la confiance. Je prends un exemple, le travail à distance, le travail distanciel. Tout le monde disait, les patrons disaient, ah ouais, les gens vont rester chez eux à ne rien faire. Mais c'est une prison, ça. Le travail à distance, les gens ne se baignent pas, hop, il faut être devant l'ordinateur. Voilà, donc on n'a même pas le temps de prendre le petit déjeuner. Il n'y a pas de coupure entre privé et public, puisque on est soit dans la chambre, soit dans la salle à manger. C'est épouvantable. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croyait, le travail à distance, on travaille beaucoup plus. Beaucoup plus. Et donc, même si le contrôle au départ n'était pas effectif. Alors, je termine. Retrouver le courage, elle dit, ça c'est la 3e. Oser la confrontation et le dialogue véritable. La confrontation, c'est la comparaison des idées. C'est pas la même chose que le conflit. Le conflit, c'est l'opposition. Aujourd'hui, on ne se parle plus. On n'ose même pas dire qu'on n'est pas d'accord. Parce que si on dit qu'on n'est pas d'accord, peut-être qu'on n'aura pas la promotion. Alors qu'on voit que c'est une mauvaise solution. Voilà. Autrement dit, on se tait par sécurité. Alors que justement, aujourd'hui, on doit, pour encourager l'excellence, il faut aller vers du courage. Et donc, tu me dis que c'est le temps de la conclusion, c'est ça? Non, j'ai encore un petit peu de temps. D'accord. Donc, elle dit la seconde chose, toujours concernant la confrontation, elle dit la chose suivante: accepter la contradiction rigoureuse suppose de parler au nom de la raison et non au nom de sa personne et de sa fonction. C'est pas parce que je suis chef manager que du haut de ma position, j'en impose. Non. C'est quelle est la solution acceptable pour le projet qu'on a à réaliser ensemble. Et chacun doit donner en toute objectivité ce qu'il pense. Alors, elle dit, dans la réalité, très souvent, le management ressemble davantage à une flatterie démagogique qu'à un discours constructif. C'est la raison pour laquelle il ne donne presque jamais des résultats. Pour travailler mieux, ce ne sont pas des principes tristes qu'il faut avoir, mais des principes de motivation, d'efficacité et de réalisation personnelle. Et ça, c'est excessivement important. D'où la nécessité d'un cabinet conseil de philosophie, justement, parce qu'elle dit, bon, la philosophie, ça sert à quoi? À déconstruire les idées préconçues et les croyances. Non seulement concernant le management, mais aussi concernant le bonheur et autres choses de ce genre. C'est ça, la philosophie doit nous permettre, et je lis sa conclusion dans son ouvrage, c'est le dernier, et c'est la suite de la comédie. Elle dit la chose suivante: la philosophie doit insuffler que l'esprit n'est jamais mort et que la réflexion n'a pas rendu les armes
et qu'une libération est toujours possible. Voilà. Voilà quelle situation nous sommes aujourd'hui. C'est possible. D'accord. Ben, le thème choisi est très intéressant puisqu'il concorde avec notre actualité. Oui, voilà. et pendant que tu parles, je me suis dit, tiens, est-ce que, quels que soient les partis, j'essaie de chercher l'objectivité, comme tu dis, est-ce que les différentes parties amènent ces réflexions? Non. Est-ce que, tiens, le sens, l'idée du sens? Et ça, je pense qu'on passe à côté, et c'est ce qui explique l'échec du président aujourd'hui, parce que toucher, par exemple, à la retraite, c'est pas quelques semaines, c'est toucher à l'existence des gens quand on touche à la retraite. Quand vous avez un travail qui déshumanise ainsi, alors que pour s'en sortir, on a déjà le projet de partir à tel âge, et vous dites, bon, d'un claquement de doigts, paf, ce sera 2 ans de plus. Vous touchez, comme dit Hegel, la retraite, c'est le dimanche de l'existence. Donc, quand vous touchez à ça, vous touchez à l'existence individuelle de l'individu, ce qui explique la radicalisation des gens. Parce qu'ils se disent trop, c'est trop. Déjà qu'on a des conditions épouvantables, des salaires qui ne suivent pas, d'accord? Donc, s'il fallait penser à la retraite, il fallait commencer par réfléchir sur le travail. Parce que les gens ne sont pas contre le travail en soi. Ils sont contre des conditions déshumanisantes, infantilisantes et démotivantes. Parce que quand vous n'êtes ni entendu, ni écouté, ni aperçu, parce que vous avez des managers qui sont tellement occupés qu'ils ne peuvent même pas vous dire bonjour. Hein. Et puis c'est à midi qu'ils vous disent « Ah, bonjour madame un tel, hein. Bonjour monsieur un tel. Hein. » Autrement dit, vous êtes inexistant. Ils ne vous disent bonjour que parce qu'ils ont besoin de vous à ce moment précis. Ce n'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, si on est dans une impasse, parce qu'on est là dans une impasse, c'est parce que, la question du sens du travail n'a pas été posée, et c'est le résultat d'une construction. C'est pas un décret, ça ne se donne pas du sens, ça se construit individuellement et collectivement. Et donc, ne pas être complètement aveugle à ça, ben, ça donne ce que ça donne avec des conséquences politiques qu'on ne maîtrise pas. Parce que chacun paiera le prix. Le prix, c'est pas maintenant. Hein. Le prix de la lassitude, le prix de, je dirais, de la surdité. Parce que quand un pouvoir est sourd, ben, ça flambe. C'est pourquoi ils mettent le feu. Je ne suis pas en train de justifier. Je dirais que dès qu'il y a haine, il y a ça. D'accord? Or, un pouvoir qui n'arrive pas à apaiser et à dialoguer et reste sourd, et non pas mieux. Il reste pas mieux parce qu'il parle. Parce que, bon, la parole, c'est le pouvoir. D'accord? Il est sourd, eh bien, nécessairement, ça a des répercussions individuelles et collectives. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Laurence. Je pense même qu'il aurait peut-être même fallu un deuxième numéro pour approfondir le sujet. Mais en tout cas, merci pour ce regard que tu nous as permis d'avoir sur le travail, l'importance de donner un sens, distinguer le sens de l'utilité. Oui, distinguer le sens de l'utilité et ne pas croire que la question du travail, c'est uniquement une question de projet collectif. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Marie-Laurence. Merci, chers téléspectateurs. J'espère, tout comme moi, vous avez été nourris par cette notion de travail, notion ou concept?
Oh, c'est la notion, concept, l'idée abstraite de travail, oui. Voilà, aussi. cet après-midi. En tout cas, si comme Marie-Laurence, vous souhaitez nous parler d'un thème, d'un sujet, d'un livre, d'un coup de cœur, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Merci à nouveau Marie-Laurence. Merci, chers téléspectateurs, pour l'honneur que vous nous faites de nous suivre chaque mercredi après-midi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci.